juste avant de démarrer, exprimer ma gratitude pour Olivier et Annabelle, parce que voilà, j'ai conscience avec Philippe, mon mari, on organise des manifestations, et j'ai vraiment conscience de ce que ça représente. Donc merci, merci de nous permettre d'être là. Et donc, je vais vous parler des transmissions, enfin, du lien entre le pardon et les transmissions familiales, et surtout dans la prise de conscience que la famille est sans doute le lieu le plus difficile, en fait, au niveau du pardon, parce que le tout petit enfant est complètement dépendant de ses parents, qu'il a absolument besoin que ses parents aillent bien, et que donc, souvent, l'enfant va reprendre à son compte les difficultés de ses parents de manière inconsciente, mais par amour, et puis pour que ça aille bien, et ça va être comme ça, entre autres, hein, on verra, il y a vraiment plusieurs volets à cette question-là, mais l'enfant va reprendre des choses qu'il va bien souvent transmettre à ses enfants, et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelques sacs qu'on aurait bien voulu éviter, et qu'on peut, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que la vie gagne toujours, et qu'on peut toujours déposer ces sacs. Alors, je me suis formée personnellement avec pas avec Bert Hellinger, avec une élève de Bert Hellinger. Et avant de démarrer, je voulais aussi prendre un petit temps pour repositionner les mots qu'on utilise, parce qu'on utilise un certain nombre de mots dans le langage courant de manière parfois pas tellement appropriée. Le premier, c'est le mot sentiment de culpabilité. Si vous observez, beaucoup de personnes vont confondre le sentiment de culpabilité et la culpabilité. Si je braque une banque, c'est clair, je suis coupable. Par contre, il y a plein de situations dans lesquelles je me sens coupable et en fait, j'ai rien fait. Donc, on a là un décalage qui n'est pas toujours très clair, j'ai observé dans le langage commun, et qui va, donc ce sentiment de culpabilité, on en reparlera tout à l'heure. Disons qu'un de nos ancêtres peut avoir été coupable, vraiment avoir fait quelque chose dont il n'a pas assumé la responsabilité, et nous, on peut hériter d'un sentiment de culpabilité. Mais on n'a rien à voir avec cette histoire, en fait. Donc on verra un petit peu après comment on peut aussi se libérer de ça. Un autre mot important, c'est le mot pardon. Alors, il se trouve qu'on a vécu au Japon 10 ans et que je suis dans un premier métier, j'étais prof d'allemand, dans une première vie, on va dire. Et Bert Hellinger, le père des constellations familiales, et qui a 90 ans aujourd'hui, est allemand. Et en allemand, il y a plusieurs mots. Il y a le mot vergeben, qui est vraiment l'équivalent de pardon, avec geben dedans, donner, le don. Et puis il y a Entschuldigung. Entschuldigung, qui est un mot utilisé tout le temps. Vous marchez sur le pied de quelqu'un, vous direz Entschuldigung. Mais Entschuldigung, si vous regardez l'étymologie, c'est très intéressant. Ça explique pourquoi Bert Hellinger est très opposé à la notion de pardon. Et si vous lisez ses livres, il est assez sévère. Mais en fait, en allemand, Entschuldigen, le Ent, il est privatif, et ça veut dire j'enlève la faute. Donc, qui suis-je déjà pour reconnaître la faute? Et qui suis-je pour pouvoir l'enlever? Donc, on voit que la tonalité va être très, très différente, hein, ce qui peut expliquer aussi des réactions parfois très réactives, enfin des attitudes très réactives, mais parce que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas la même chose que ce que d'autres personnes vont mettre derrière. Donc ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience, parce que même si le pardon est universel, d'une culture à l'autre, ça ne va pas se décliner sous la même tonalité. On a vécu au Japon, on n'a pas ce poids de l'inconscient collectif relié à la religion chrétienne et judaïque, enfin, à l'inconscient en fait très marqué par des valeurs judéo-chrétiennes. Par contre, vous avez un code de l'honneur qui est absolument effarant, dans le sens où quelqu'un qui perd la face va passer sous la table. Il ne va pas le faire, mais ce sera vraiment, il va disparaître. Et en réfléchissant, en préparant la conférence, j'avais envie aussi de vous faire partager ces aspects-là. Moi, quand je suis arrivée au Japon, je me suis dit, mais j'ai perdu tous mes repères. Hein. Je ne comprenais rien au fonctionnement. J'avais plein d'attitudes complètement inappropriées. Et j'ai réalisé une chose à un moment donné, c'est que la honte, donc au Japon, c'est un code de l'honneur qu'on va trouver en Asie, mais qui est très très fort au Japon, avec toute la culture des samouraïs, etc. On va quand même se suicider, si on peut se suicider pour avoir perdu la face. Et se suicider,
Il n'y a pas du tout les mêmes tabous que chez nous, c'est OK. Pour garder l'honneur, il vaut mieux se suicider. Ça veut dire qu'on disparaît et on n'a plus d'énergie. Dans nos propres cultures, la colère est en général accueillie. Au Japon, ce n'est pas accueilli. On va se mettre en colère dans un endroit très privé, mais surtout pas devant les autres. Ou alors quand ça explose, c'est terrible puisqu'elle a été contenue. Mais si vous observez, la colère, ça nous donne de la ressource. Vous avez de l'énergie quand vous êtes en colère. Ce n'est pas génial parce que ça peut vraiment nous inciter à cultiver cette colère. Parce que c'est OK, quoi. On est dans la lutte, on est fort. Quand vous êtes dans la honte, vous n'avez qu'une envie de passer sous la table. Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout confortable. Donc j'avais envie de voir tout ça parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde très multiculturel et qu'on a aussi besoin de comprendre ces différentes tonalités, aussi pour être dans le respect, en fait, de ce que la personne porte derrière. Donc ça, c'était juste ma petite introduction. Au niveau de la famille, donc moi, ma manière de travailler, ça va être une manière systémique, c'est-à-dire que, alors je suis désolée pour ceux qui sont loin, on va regarder la famille comme un système. Alors ça joue pour l'entreprise, hein. Il y a des lois qui sont inhérentes au système familial, qui sont aussi inhérentes à certaines entreprises, ce qui, à mon avis, explique les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail, dans le non-respect de ces lois. Donc c'est un système. Donc là, vous avez en dessous les ascendants, moi que je mets toujours en dessous parce qu'ils sont nos racines, et puis les personnes en général en tant que thérapeutes qui viennent nous voir ou qui viennent poser leur constellation. Ce système, vous pouvez l'imaginer comme, vous savez, ces mobiles qu'on met au-dessus des lits des enfants. Et quand vous enlevez un élément au mobile, votre mobile, il est déséquilibré. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on oublie un ancêtre, si on oublie quelqu'un qui fait partie de la famille, on déséquilibre tout le système. Alors, oublier, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on l'exclut d'une certaine manière. Vous avez tous ces hommes qui sont morts pendant la Résistance, dont on a fait des héros. Ils sont statufiés, mais ils n'ont pas forcément une place humaine dans le cœur. Moi, j'habite une région, j'habite la Haute-Savoie, où il y a eu beaucoup de résistance. Et j'ai beaucoup rencontré ça, des hommes qui étaient morts dans des conditions assez terribles et dont la famille a gardé une image de héros, mais pas une image humaine. Et quelque part, la personne en tant que personne, elle n'est pas vraiment intégrée dans la famille. Donc ça va être une forme d'exclusion. À chaque fois qu'il y a exclusion, ce qui va se passer, c'est qu'un enfant... Alors, au niveau des lois, je ne vais pas reprendre toutes les lois du système familial, mais celle avec laquelle je travaille peut-être le plus et que je vais évoquer aujourd'hui, c'est l'appartenance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque personne née dans un système a un droit inaliénable d'appartenance au système. Un enfant adopté va appartenir aux deux systèmes, mais il va vraiment s'intégrer dans la famille d'adoption. À chaque fois qu'on met quelqu'un de côté, soit par honte, soit parce que le deuil était trop difficile, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on va éviter de parler d'une personne. Le système, il est comme ça, et du coup, un descendant, de manière inconsciente, va prendre à son compte le destin de l'exclu. Et du coup, on va se retrouver avec des modes de fonctionnement ou des scénarios qui se répètent dans notre vie et qui, en fait, ne sont pas les nôtres. Et c'est là qu'on va porter une culpabilité, parfois, qui appartient à quelqu'un qui est au-dessus de nous dans la lignée. Donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder aujourd'hui, comment on peut le reconnaître, et puis après, qu'est-ce qui se passe d'une manière beaucoup plus proche entre nous, nos parents, et nous, nos enfants, et comment tout ça, ça peut se libérer, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à libérer. Alors, au niveau des ancêtres, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est exclu d'un système ? Une des raisons va être la honte liée à une culpabilité. Quand vous avez des personnes qui sont emprisonnées, des personnes qui ont commis des actes graves, ça va être difficile de leur donner une place dans notre cœur. Parce que tout simplement, la honte vient nous habiter par rapport à ce qu'ils ont vécu et on ne va pas avoir une belle image
donc notre image de nous-mêmes va être entachée par l'image que ces personnes-là vont donner à notre arbre généalogique. Donc ça, c'est vraiment un point. Ce qui n'est pas... Alors, il y a une autre chose que je n'ai pas tout à l'heure vraiment approfondie au niveau de la culpabilité, je vais le faire tout de suite. C'est que ce que j'observe, ce que j'ai observé dans mon travail, c'est que si une personne commet un acte qui cause du tort à quelqu'un, mais qu'elle en assume la responsabilité, c'est libéré. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'un sentiment de culpabilité vienne s'imprimer. Il y a souvent, là encore, dans le langage courant, un manque de clarté dans ce qu'on met derrière les mots par rapport à culpabilité et responsabilité. Si je me sens coupable, c'est super difficile pour moi de prendre ma responsabilité, parce que je me sens ligotée dans mon sentiment de culpabilité. Si un de nos ancêtres commet un acte répréhensible et qui n'en assume pas la culpabilité, eh bien, qu'il n'en assume pas la responsabilité, c'est un sentiment de culpabilité qui va se balader dans l'arbre généalogique jusqu'à nous. Alors, j'ai un exemple à vous donner parce qu'il est tellement incroyable cet exemple. J'accompagnais un petit garçon qui avait des problèmes d'eczéma. Donc, bon, il y avait des histoires de séparation, tout ça, ça s'était bien transformé. Et la maman me l'amène. Il avait de l'eczéma au niveau des poignets. Et donc, bon, je travaille en communication profonde accompagnée, que j'associe en général avec les constellations. En séance individuelle, je vais travailler avec des figurines. Et en CPA, l'enfant écrit « Si tu veux que je puisse enfin quitter mes menottes sur les mains, va voir mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon père. » Ok. Donc, dans ces cas-là, j'appelle tout de suite les parents qui sont la maman était dans la salle d'attente. Et je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que votre fils a écrit. » Ah, et la maman me dit « Ah oui, oh, c'est une histoire invraisemblable. Cet homme a défenestré sa femme et il n'a pas été arrêté. » Donc, l'enfant va porter le stigmate, il va expier quelque part à la place de celui qui n'a pas pris la responsabilité, puisqu'en fait, il s'en est sorti, il n'a pas été puni, il n'a pas été arrêté, mais l'histoire est restée dans la famille. Donc là, on voit comment cet enfant porte le sentiment de culpabilité et son corps va même l'exprimer. Donc, la solution, enfin la manière dont on peut libérer ça, c'est de... Excusez-moi. Ça va être de représenter l'ancêtre de manière... Alors, avec des figurines, si je travaille en cabinet, sinon... Et puis de dire à l'enfant, ça c'est l'histoire de ton arrière-grand-père. Et on va lui laisser symboliquement la responsabilité de l'acte qui a été commis, ce n'est pas ton histoire. Et comme c'est quelque chose de grave, je vais mettre une bougie entre l'arrière-grand-père et l'enfant, vraiment pour énergétiquement libérer l'espace, de manière à ce que cet enfant puisse... Et ça, après, ça se transforme tout de suite. Mais vous voyez comment, à chaque fois que quelque chose n'est pas assumé, je vous ai donné cet exemple-là parce qu'il est très fort et il montre vraiment comment le fait de ne pas assumer la responsabilité de ce qui s'est passé va être porté par les descendants. De la même manière, alors, quelqu'un qui fait de la prison, je pense que c'est un peu différent parce que, quelque part, il a expié. Ce qui va être gênant, ça va être le regard. Si la famille est dans la honte, c'est la honte qu'on va prendre avec soi. Et il se peut que, du coup, cette personne-là, on en parle peu et qu'un enfant, un ado, là, parmi les descendants, va se débrouiller pour être tout le temps au poste de police. Vous savez, vous avez des histoires comme ça. Des enfants se demandent pourquoi, dans une fratrie, il y en a un, il fait juste ce qu'il faut pour arriver au poste de police. En général, il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre qui n'a pas assumé la responsabilité de l'acte posé. C'est vraiment là-dessus que j'avais un peu envie d'insister aujourd'hui, au niveau aussi des transmissions familiales. C'est que je pense que le pardon, ça passe quand c'est possible, bien sûr. Alors, il y a cette grille de lecture qu'Olivier a transmise dans le don du pardon et que j'aime beaucoup, qui est je te demande pardon d'avoir utilisé ma blessure pour fermer mon cœur. Ça, on peut vraiment l'appliquer. Et on avait travaillé ensemble avec Olivier et on avait
animé un atelier ensemble, et c'est magnifique de pouvoir l'appliquer au sein des constellations familiales. Et il y a en même temps un autre volet qui est le volet de assumer sa responsabilité. Et le fait d'assumer sa responsabilité, automatiquement, ça libère en dessous. On ne va pas se retrouver en prisonnier en fait, de l'histoire de nos ascendants. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est quand même très marqué, nous, en Europe, par la culture judéo-chrétienne, par voilà, le mot péché, enfin en tout cas moi, tel qui m'a été transmis quand j'étais enfant, déjà on arrive avec un péché originel. C'est pas évident. D'emblée, on a déjà ça sur le dos. Alors, c'est comme si on ne peut pas complètement être pardonné, puisque de toute façon, on est coupable d'emblée. On arrive coupable. Ce qui m'a, moi, beaucoup libérée, c'était de lire Annick de Souzenel. Je pense que certains d'entre vous ont dû lire ses livres. Et Annick de Souzenel a mis en évidence le fait que le mot hata hébreu, qui veut dire péché, quand il est traduit correctement, en fait, il veut dire manquer la cible. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que mon comportement n'est pas tout à fait aligné, et parce que mon comportement n'est pas tout à fait aligné, peut-être que je suis sous l'influence des états d'urgence de l'instinct, dans ma fuite, dans ma lutte, dans mon inhibition, et je vais avoir un comportement inapproprié. Ça change tout. Et ça rend le pardon beaucoup plus facile, parce qu'on va voir la personne prisonnière en général, quand on a un comportement inapproprié, c'est qu'on est prisonnier de ces états d'urgence de l'instinct, qui sont notre partie animale, hein, notre cerveau reptilien, qui répond à la survie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de chance de rencontrer un lion dans la rue ou un loup, mais il y a des loups fictifs qui peuvent nous mettre dans nos états d'urgence de l'instinct, et à ce moment-là, on aura un comportement inapproprié. De voir ça comme ça, déjà, c'est pas pareil, hein. Et du coup, je sens que je peux beaucoup plus facilement ouvrir mon cœur à mes ascendants, à mes parents, à ceux du dessus, parce que je vais voir qu'au fond, à chaque fois qu'il y a eu des cris, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose que j'ai mal vécu enfant, et puis ça, que mes parents ont mal vécu enfant, c'est quelque chose qu'on se... La plupart du temps, c'était parce que nos parents ont été dans un comportement inapproprié, parce que l'aspect instinctif a pris le dessus, et puis que ce n'était pas le parent, que c'est toujours le petit enfant encore présent dans le parent qui vient faire que le parent n'a plus une attitude appropriée avec son enfant, et que du coup des blessures se créent. Je ne parle pas de choses très graves, là. Je parle de... On verra après comment on fait quand on rencontre vraiment une situation, hein, parce qu'on peut vraiment rencontrer des situations dramatiques qu'on va accompagner un petit peu différemment. Un autre point que je trouve important au niveau de la prise de conscience de ce qui se passe dans les familles, c'est l'utilisation des reproches. Si vous observez, alors souvent, en tout cas moi, j'ai fait ça beaucoup avec mes enfants, j'ai 4 enfants, mais honnêtement, je les ai eus mon premier à 27 ans, je n'étais pas très consciente. C'est important de ne pas s'en vouloir, on fait avec les infos qu'on a à ce moment-là. Et comme mes parents m'avaient fait beaucoup de reproches, j'ai reproché. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, le reproche, c'est le sentiment de culpabilité qu'on projette vers l'extérieur. C'est-à-dire, je ne me sens pas adéquate dans la situation, je me sens coupable quelque part, je ne sais pas pourquoi, sans doute, et ce n'est pas du tout confortable, donc toc, on projette. C'est ça les reproches. Alors, je pense que mon mari est OK pour que je partage ça. Nous, on a mis un truc en place. On a mis un truc en place pour des... Si l'un ou l'autre se fait un reproche, on dit « Ah, je ne sais pas à qui tu parles. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. » Donc ça, c'est super. Ça permet de passer à autre chose. Ça demande pas mal d'entraînement, hein. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui, de mon point de vue, est vraiment très relié au pardon, parce que quand on est dans le reproche, on n'accueille pas la personne comme elle est, on est dans l'attente qu'elle
soit comme on voudrait qu'elle soit, en fait. Puis la plupart du temps, de toute façon, on projette un truc qui nous appartient. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont se transmettre de génération en génération. Et il y a des familles très culpabilisantes. Et c'est souvent des familles dans lesquelles, justement, ce sera difficile de vraiment mettre en place un vrai pardon, puisqu'on est ligoté un peu par cette histoire de se sentir coupable et du coup avoir beaucoup de difficultés à assumer sa responsabilité. Donc ça, c'est des choses qu'on peut détricoter avec de la conscience. Je pense que les enfants qui arrivent là, dans les générations qui viennent, ils vont bien nous faire avancer, parce qu'ils rentrent beaucoup moins là-dedans. On a eu une belle expérience avec une de nos petites filles. On a 8 petits-enfants et 2 de nos petites filles qui avaient à l'époque, qui sont 2 cousines, elles avaient à peu près 2 ans et demi. Et voilà, c'était un petit chemin qu'on faisait pour aller de chez nous chez la mère de Philippe. Il faut monter 100 mètres. Et l'une des 2, un mois plus tôt, avait fait le chemin à 2 ans très bien. Et l'autre, qu'on a un mois plus tard, me demande de la porter dans les bras. Et mes vieux fonctionnements idiots, je lui dis « Ah ben écoute, il y a un mois, ta cousine le faisait. » Et elle me fait « Bravo, elle !» Alors ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'elle n'est pas rentrée là-dedans. Et là, je me dis, chapeau, c'est bien. Et ils vont bien nous faire avancer, tout cela, tous ces enfants qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une jolie chose. Alors, il y a, pour aller un petit peu plus loin, il y a le reproche, puis il y a une autre chose qui, dans les familles et parfois dans les couples, souvent entre parents et enfants, qui s'installe et qui n'est pas si facile à libérer, je m'en suis vraiment aperçue, c'est ce qui est de l'ordre du ressentiment. Pourquoi, à votre avis, est-il si difficile de se libérer du ressentiment? Alors, le ressentiment, j'ai remarqué qu'il va s'installer, par exemple, au niveau d'un couple qui se sépare. Et des fois, on y tient à son ressentiment. Et des fois, les personnes, quand elles vous parlent, elles vous disent « Ah, il m'a fait ça, je le tiens ». Donc, le ressentiment, c'est un magnifique lien. C'est de la glu, en fait. C'est super. Vous êtes sûr que cette personne-là, vous n'allez pas vous en séparer complètement. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose... Quand on n'arrive pas à faire le deuil, eh bien, dans les familles... Enfin, ça va être aussi entre amis, mais c'est assez fort au niveau des transmissions familiales. Il se peut qu'on entretienne du ressentiment parce que comme ça, quelque part, je garde le lien. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Si je lâche, si je dis à la personne, bon, on a vraiment partagé de belles choses, maintenant notre histoire est finie, je garde dans mon cœur tous les bons moments que j'ai passés avec toi. Et puis toi, tu peux garder dans ton cœur tous les bons moments que tu as passés avec moi, et tu es libre d'aller ton chemin, et je suis libre d'aller mon chemin. Ça veut dire qu'on se dit au revoir. Et des fois, on aime bien garder quand même une petite accroche. Donc ça aussi, ça va être un point qui est un petit peu relié au fait de se sentir coupable, mais aussi qui nous garantit qu'on garde le lien, qu'on garde l'accroche. Mais s'il y a du ressentiment, on n'est pas dans le pardon. On n'est pas dans l'accueil de ce qui est. Donc, c'est aussi tout ce chemin-là qu'on a à faire avec nos familles. Et quand les relations entre parents et enfants ont été dures, après la mort des parents, souvent le ressentiment garde le lien. C'est très gênant parce que ça bloque le processus de deuil. Mais par contre, celui qui est sur Terre, celui qui est vivant, il garde le lien. Donc c'est tout un travail à faire en fait, c'est de laisser aller. Ça a existé entre nous. Et puis, on peut laisser aller et passer à autre chose. Donc c'est aussi des choses, des situations qu'on va rencontrer dans nos transmissions familiales, en voyant que ces ressentiments, et je vais vous parler de ça là, parce que c'est assez étonnant. Ces ressentiments, ils peuvent être très proches de
d'un parent à son enfant, d'un enfant à son grand-parent. Mais il y a des chocs de l'histoire. Il y a des chocs de l'histoire qui ont tellement traumatisé les arbres généalogiques que c'est plus du ressentiment, c'est une rage. Et une rage, vous savez, qui descend les marches de l'arbre. Ça fait boum, 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 jusqu'au descendant. Et la manière dont ça se présente, j'ai accompagné plusieurs personnes dans cette situation-là, la manière dont ça se présente, c'est que la personne vous dit, j'ai fait plein, je pense à une personne en particulier, j'ai fait beaucoup de thérapie, mais il y a un truc, tout d'un coup, je ne sais même pas pourquoi, c'est comme un manteau qui me tombe dessus, et je suis en colère, j'ai une rage, et je n'arrive pas à me défaire de cette rage. Donc, on sent bien que là, il y a un pardon qui n'a pas pu se faire, mais très souvent, quand c'est aussi fort, ça nous ramène à l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que nos ascendants ont été choqués par les traumatismes de l'histoire et qu'ils peuvent avoir vécu des choses tellement terribles sans avoir un espace pour être entendus, mourir dans des situations terribles, si bien que les descendants vont prendre l'histoire à leur compte et à un moment donné, on ne sait même plus pourquoi il y a ça. Ce que j'ai observé, en tout cas dans mon expérience, c'est la Révolution. La Révolution a vraiment eu des conséquences dramatiques dans un certain nombre de familles. Parce qu'on était absolument dans l'impuissance de réagir. Dans l'impuissance, il y a eu des personnes qui ont absolument, d'innombrables personnes, qui ont tout perdu, y compris leur tête. Mais les descendants, eux, ils restent là-dessus. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience parce qu'on peut laisser à l'histoire sa part de responsabilité. C'est-à-dire, nos familles, elles ont été choquées par l'histoire, mais ça, c'est au-delà de nous. Ça a été leur destin. On peut être dans le respect du destin et laisser à l'histoire sa part de responsabilité. Ah, et ça aussi, ça fait du bien. Parce que on voit que j'ai été formée en partie avec Elisabeth Horowitz. Et j'aimais bien, c'est elle vraiment qui insistait beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est pour ça que j'aime bien aussi honorer ceux qui nous ont appris, qui nous ont enseigné. Et elle insistait beaucoup sur le fait que c'est à peu près toujours des chocs de l'histoire qui sont à l'origine de comportements complètement dysfonctionnels qui vont être traumatiques pour les descendants. Donc, il y a l'Église aussi, l'Église en tant qu'institution, à qui parfois on va être obligé, ça va être bon pour soi et apaisant de rendre sa part de responsabilité. Quand je vous disais, tous ceux qui sont nés dans un système font partie du système. Autrefois, alors je pense qu'on a tous plus ou moins dans nos familles des enfants naturels qui pouvaient juste pas être accueillis par la famille parce que c'était trop honteux d'être maman à l'âge de 15-16 ans, même s'il y avait de l'amour derrière. Et puis, vous avez un certain nombre d'enfants qui ont été confiés dans des couvents, dans des églises, etc. Il y a aussi des enfants qui ont été conçus parfois dans le cadre de l'église. C'est des choses, c'est la vie. Hein. Moi, je vois ça en disant c'est la vie. Simplement, le poids qui a été posé là-dessus à cause des dogmes, à cause de croyances limitantes, ou je dirais plutôt d'un enseignement mal compris, puisque je suis profondément chrétienne, je suis vraiment dans le respect de ce qu'a pu transmettre le Christ, mais je pense que ça a été extrêmement transformé, extrêmement déformé. Et là aussi, on va se retrouver avec des exclus de l'arbre généalogique et des sentiments de culpabilité terribles. Parce que, voilà, ça ne se fait pas. Et puis c'est grave, c'était grave autrefois. Il ne faut pas oublier aussi au niveau des avortements que l'avortement, les femmes qui étaient surprises à demander l'avortement pouvaient aller en prison, et les femmes qui facilitaient les avortements étaient punies de prison. Donc on voit d'où on vient, c'est important d'en avoir conscience, et d'avoir conscience
de tout le poids de culpabilité qui a été posé sur un certain nombre d'actions qui aujourd'hui sont accompagnées, font partie de la vie, mais ce n'était pas le cas au moment de nos arrière-grand-mères. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut porter. Je travaille beaucoup avec Jean-Marc et la musique, parce que ça nous aide beaucoup, Jean-Marc Vignoli, à décristalliser toutes ces mémoires. Ce sont simplement des mémoires, comme le faisait remarquer Mina à son atelier. Ce sont des mémoires qu'on porte et dont on peut vraiment se défaire. Mais c'est des mémoires qui peuvent être, je pense, des petites entraves au pardon, parce que on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi. On ne se sent pas libre, on ne sait pas pourquoi. On est habité par une autre histoire. Donc, si j'accompagne des personnes dans cette situation-là, par exemple des personnes qui ont fait un choix d'IVG et qui l'ont vécu très très mal parce qu'en fait, peut-être ça ramenait à une autre histoire bien antérieure, mais où là, ça s'était très mal passé. Peut-être ça avait été puni de prison. En tout cas, ça avait été très très mal considéré. On va vraiment démélanger, on va dénouer tout ça pour rendre à chacun sa part de responsabilité, tout en étant bien conscient qu'on est à 100% responsable de nos actes, mais que parfois on est pris dans un système duquel on ne peut se libérer qu'en rendant la part de responsabilité aux différents espaces qui sont concernés par cette situation. Et c'est très libérateur. Et c'est là où je me rends compte à quel point, plutôt que d'être dans ce devoir de mémoire, hein, on en a déjà parlé auparavant, cette histoire de, c'est Olivier qui en parlait, cette histoire de devoir de mémoire, ça nous ramène au poids. Si on laisse à chacun la part de responsabilité dans les actes qui ont été causés, on peut tourner une page. Alors, juste pour information, il faudra que j'en parle un peu plus à Olivier. Un homme, un Allemand, peut-être certains de vous le connaissent, qui s'appelle Albrecht Marr, fait un travail extraordinaire. Il travaille avec les constellations familiales, mais sur un plan, enfin, pas familial, systémique, sur un plan beaucoup plus large. Il est allemand, il travaille avec des Israéliens et des Palestiniens pour justement changer le regard et passer de ce triangle bourreau-victime, hein, puisque tant qu'on n'arrive pas à rentrer, quand on est dans le mémoire, quand on est dans le devoir de mémoire, en fait, on ne peut pas être dans le pardon, puisqu'on veut entretenir l'histoire. Et pour aller plus loin, cet homme, il est psychiatre, il a organisé ça avec sa femme, il a créé une association. Si vous tapez Albrecht Marr sur Internet, vous le trouvez, M-A-H-R, vous le trouverez facilement. Et donc, il a créé un organisme pour travailler avec ces différentes... Donc, en tant qu'Allemand, c'est magnifique parce qu'en même temps, il prend la responsabilité de l'histoire de l'Allemagne et il travaille avec des Palestiniens et des Israéliens pour que chacun assume sa part de responsabilité dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Avec, bien sûr, l'arrière-plan d'hier, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je pense que c'est vraiment ça qui va nous permettre, c'est ce genre d'initiative qui va nous permettre de tourner une page pour passer à autre chose, pour quitter cet éternel triangle bourreau, sauveur, persécuteur, puis passer sur le plan du cœur. Donc, voilà, chacun assume sa responsabilité et puis on passe à autre chose. Je surveille un peu l'heure parce que ça passe vite. Juste que je n'oublie pas tout ce que je voulais dire. Il y a encore un certain nombre de choses. Alors, au niveau de la responsabilité, là je vous parle d'un plan plus vaste, hein, l'histoire, mais bien sûr qu'au niveau des familles, il se vit parfois des actes vraiment dommageables. Catherine Ducommun-Nagui, alors c'est une... qui est l'épouse de Boris Nagy, j'arrive jamais à dire son nom, Nagy, qui a repris les livres de son mari, qui ont beaucoup développé les thérapies familiales aux États-Unis. Et elle a écrit un livre que je trouve très très beau, qui s'appelle « Ces liens qui nous libèrent », où elle voit la famille, alors comme j'habite à la montagne, ça me parle bien, elle voit la famille comme une cordée. Et l'idée, c'est que grâce à la cordée, en montagne, vous allez atteindre des sommets que vous ne pourrez pas atteindre sinon. Et si on voit nos ascendants comme un socle sur lequel on peut s'appuyer,
chaque génération va aller un peu plus haut que la génération précédente. Et c'est vraiment ça dont nos ancêtres ont envie, en fait, c'est qu'on les dépasse. Et Catherine Nagy dit dans son livre, et je trouve ça très intéressant, elle dit par contre, si dans une cordée de 3, vous avez 2 personnes qui tombent dans une crevasse et que le 4e réussit comme il peut à se maintenir, mais qu'il n'a pas la force de tirer les 2, il va être obligé de couper la corde pour aller appeler les secours. Parce que sinon, il meurt avec et de toute façon, il ne pourra aider personne. Et elle dit c'est pareil dans les familles. De temps en temps, il se passe des choses tellement graves que c'est un peu comme une branche pourrie et qu'on a besoin de se dissocier complètement de la branche en question. Ça n'empêche pas de prendre dans son cœur les personnes concernées, parce que si ces choses très graves se sont passées, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce petit enfant en mettant une bougie. Ce qu'a fait ton arrière-grand-père, c'est très grave, et toi, tu es libre de tout ça. La culpabilité serait bien trop grande pour toi, ce n'est pas ton histoire. Ce que fait dire Hellinger quand il y a des choses très graves, c'est « la culpabilité est trop grande pour moi ». C'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel, de toute façon, je ne peux pas me mesurer, et on va vraiment, symboliquement, mettre une barrière, enfin, j'aime pas trop le mot barrière, on va dissoudre, en fait, le lien, on va dissoudre le lien de manière à être libéré de cette branche. Ça m'arrive très, très rarement d'être en lien avec ça. Bon, Bert Hellinger a 90 ans aujourd'hui, donc vous imaginez que lui, il a été quand même extrêmement marqué par l'histoire de l'Allemagne. Il a accompagné, il en parle dans un de ses livres, il a accompagné une petite nièce, je ne sais plus si c'était de Göring, enfin d'un des grands criminels de guerre. Et cette petite nièce avait hérité de l'argenterie. Et il lui a dit, écoute, cette argenterie, tu ne peux pas la garder, tu ne peux pas la donner. Tu ne peux faire qu'une chose, c'est l'enfouir profondément dans la terre. Et la terre va la transformer. Parce que ce que porte cette argenterie, c'est trop grave. Mais c'est un acte symbolique qui permet de prendre ses distances, de dire OK. Et on n'est pas du tout dans le devoir de mémoire, vous voyez, on n'est pas non plus dans l'oubli, on est dans la conscience de la gravité de la chose, et OK, on le rend à la terre, parce que, moi, souvent je parle du grand compost de l'univers. De toute façon, dans l'univers, il y a un grand compost qui transforme tout, et on n'a pas besoin de se compliquer, de se prendre la tête, comme disent les plus jeunes, avec tout ça. On le rend au compost de l'univers. De le rendre à la Terre, c'est vraiment symboliquement le rendre au compost de l'univers, et de voir qu'il y a de temps en temps des situations tellement graves qu'on va se séparer de cette branche. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas à chacun une place dans notre cœur. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. C'est ce que disait Olivier hier, entre différencier en fait le comportement de la personne. En tant que personne, nos parents, nos ancêtres, c'est les personnes, c'est les plus justes puisque c'est elles qui ont participé à ce qu'on soit là aujourd'hui. Donc c'est les ancêtres qu'on était appelés à avoir. Et au niveau de la personne, ils sont intacts. Enfin, de mon point de vue, c'est ma croyance en tout cas, en chacun, il y a toujours un être intact. Et cet être intact, c'est important de lui donner une place dans notre cœur, quel que soit ce qui s'est passé. Par contre, on peut dire que ce comportement était trop toxique. Et là, je dissous le lien par rapport à ces comportements-là, parce que je souhaite que ma famille ne soit plus parasitée par des histoires aussi graves. Et quand on est avec des histoires aussi graves que les génocides, il faut bien voir qu'il y a la responsabilité de la personne, mais il y a bien sûr la responsabilité de l'histoire, de cette folie meurtrière dans laquelle les hommes ont été embarqués. Donc on va vraiment bien séparer les espaces, dissoudre les espaces. Parfois, des actes comme l'inceste, ce sont aussi des choses qui peuvent être extrêmement difficiles à pardonner. Et là aussi, en tout cas, c'est comme ça que je l'accompagne personnellement. Il peut m'arriver en constellation ou avec des figurines d'inviter la personne à choisir 2 personnes pour représenter, par exemple, un père incestueux, la personne et le comportement. Et on va vraiment faire la différence entre la personne
et le comportement, de manière à pouvoir donner une place dans notre cœur à la personne et dire ce comportement a été trop grave pour moi, je te laisse toute la responsabilité, j'étais juste un enfant innocent. Et j'utilise beaucoup ce mot de innocent, parce que c'est extrêmement important dans ces situations-là. Et je laisse à ton histoire la responsabilité, hein, parce que très souvent, c'est en lien avec l'histoire. J'ai observé que les veuvages précoces, quand un homme perd sa femme et se retrouve avec une adolescente, peuvent créer du coup un décalage de génération et peuvent être à l'origine de comportements tout à fait dysfonctionnels du parent par rapport à son enfant. Mais vraiment prendre le temps, moi je le ferai avec des pierres, je travaille beaucoup avec les pierres parce que ma pièce est devant un jardin, donc c'est très pratique. On prend la pierre dans la main, on laisse toutes les mémoires, on laisse toute la responsabilité, puis on va mettre ça au soleil, au compost de l'univers, qui se charge de libérer pour passer à autre chose et pour tourner la page. Donc, le pardon dans les familles, c'est quand même un très, très vaste sujet. Je regarde le temps qui passe, puis je voulais quand même garder un petit peu de temps pour les questions. C'est un très vaste sujet, et c'est un sujet qui, de toute façon, va nous ramener à nous-mêmes. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais conclure. Il est bien possible, je ne sais pas, hein, je n'ai pas la preuve, mais il est bien possible que nous ayons choisi les parents chez lesquels nous sommes nés, et que donc nous ayons aussi choisi les grands-parents, leur histoire et tout ce qui vient avant. Alors peut-être bien que notre chemin sur cette terre, il était destiné à nous faire avancer sur certains plans et que nos difficultés ont été en fait le tremplin de notre réalisation. C'est-à-dire que ce que j'ai eu du mal à traverser, une fois que je l'ai traversé, me permet d'être en lien avec mon excellence. Comme si nos difficultés étaient le ferment. Souvent, parfois j'écris ça au tableau dans mes formations. Votre plus grande difficulté est le ferment de votre possible excellence. Ça, c'est agréable parce qu'on peut retourner les choses. Alors ça veut dire, il y a encore un petit point sur lequel, puis après on va prendre un temps pour vos questions, mais il y a encore un petit point que je voulais voir avec vous, c'est que si nous avons choisi tout ça, ça va être important qu'on puisse dire oui. Oui à cette vie, oui à cette famille, oui à cette incarnation, oui à qui je suis, un vrai oui. Et je ne sais pas si vous avez observé, les pays dans lesquels se sont développées des disciplines comme l'aïkido, je pense à l'aïkido, mais le qigong, le tai chi, ce sont des pays, donc c'est en Asie, et ce sont des pays dans lesquels vous avez un respect des ancêtres. Au Japon, à peu près tous les appartements, ils sont pourtant petits à Tokyo les appartements, mais à peu près tous les appartements ont un petit endroit où il y a un autel aux ancêtres. Et le fait d'honorer les ancêtres, ça nous donne des racines. Parce que ce sont des disciplines qui font vraiment appel à l'enracinement. Et honorer les ancêtres, c'est voir nos ancêtres comme des racines, ils sont en dessous de nous. Et du coup, être dans le oui, parce que le fait de les honorer, c'est dire oui à cette famille. Et si je dis oui à ma famille, je peux être enracinée. Je pense que vous pouvez faire 40 ans de Qigong tous les matins. Si vous le faites en vous disant « Oh là là, sur quelle planète suis-je arrivée ?» Alors la famille, hein, non, quelle horreur. Je pense que vous pourrez pas vous enraciner, ça ne va pas marcher. Donc le chemin, et peut-être que c'est ça qu'on a à faire, nous, enfin, en tout cas moi j'ai 66 ans, donc je suis grand-mère et je me sens une aînée par rapport à la jeune génération. Et je pense que ce que nous, on peut apporter, c'est d'accompagner les plus jeunes à dire oui à leur vie, à dire oui à la terre, à leur dire « Ouais, merci, merci d'être là dans notre famille, merci d'apporter tout l'amour qu'il y a en toi. Merci parce que, voilà, tu viens nous apporter quelque chose de nouveau et on est tellement content de t'accueillir. » Et je pense que si on dit ça aux enfants, ils vont dire oui à la terre. Et s'ils disent oui à la terre, ils seront enracinés et ils pourront faire ce qu'ils ont à faire. Donc, voilà, j'avais envie de terminer là-dessus.
Bonjour, merci pour cet exposé. Par contre, il faut aller à combien de générations? Parce que moi, je suis partie loin justement pour pas avoir ce poids-là. Et comme mes parents, ils ont un côté 13 frères et sœurs et de l'autre côté 11, moi, c'est trop lourd. Et je m'appelle Ouimet. Alors, c'est un peu... Je suis contente de... Mais là, j'ai un gros poids. Oui. Alors, en fait, il faut voir que tous ces actes qu'on pose, ils sont symboliques. On n'a pas besoin de retrouver tout le monde, on n'a pas besoin d'aller vers toutes les générations. Et on peut vraiment symboliquement, avec des pierres, libérer le poids. Moi, je vais souvent jusqu'à la 4e et je vais vous expliquer pourquoi. C'est Françoise Dolto qui, la première, avait mis ça en évidence. Et c'est très intéressant. À un moment donné, donc je reprends mon arbre pour ceux qui peuvent voir, mais non, je vais le faire avec les mains, c'est plus facile. Comme ça, tout le monde verra mieux. 4e génération au-dessus de nous sont nos arrière-grands-parents. Si, au niveau de nos arrière-grands-parents, une situation très douloureuse a mis en place du déni, c'est-à-dire, ça peut être par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai accompagné parce qu'il est très intéressant aussi. Un homme est tué à la Résistance alors qu'il transporte des lettres. Il transporte des lettres et il est arrêté et exécuté. Le fils, donc bien, on n'en parle pas. Cet homme meurt jeune, il est papa déjà, et on ne parle pas de l'histoire, on est dans le déni, ça fait trop mal en fait, on est vraiment dans le ça fait trop mal. La génération du dessous, ça va être donc le grand-père, c'est un petit garçon que j'avais eu en séance, la génération du dessous, donc le grand-père de l'enfant, 3e génération, il est orphelin, c'est extrêmement douloureux. Et vous savez qu'un enfant ne peut pas faire le deuil de son père. C'est l'adulte qui va faire le travail après. Mais pour un enfant, c'est impossible, c'est beaucoup trop douloureux. Donc, on est dans l'indicible. On ne va pas en parler, c'est indicible. La génération du dessous, donc dans la situation à laquelle je pense, ça va être le papa de l'enfant que j'ai accompagné, c'est impensable. On ne peut même pas le conceptualiser. Et la 4e génération, ça devient un symptôme. Ça se met dans le corps. Alors, Françoise Dolto le disait de manière assez braque, elle disait il faut 4 générations pour faire un psychotique. Mais c'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Ça devient, à ce moment-là, ça passe dans le corps. Alors cet enfant, c'est une histoire assez incroyable, il m'avait été amené parce qu'il n'avait aucun trouble neurologique, mais impossible d'entrer dans la lecture et dans l'écriture. Il ne pouvait pas rentrer dans la lettre parce qu'il risquait de mourir. Donc, il portait le symptôme de ce qui avait été, ce qui était indicible, ce qu'on n'avait pas pu dire, donc ce qu'on avait quelque part renié. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc moi, en général, je ne vais pas plus loin que la 4e génération. Après, on reproduit. De toute façon, vous savez, c'est des histoires. Et puis vraiment voir aussi que si vous donnez une place symbolique dans votre cœur à chacun, c'est efficace. Les phrases que je vais utiliser par rapport aux ancêtres exclus, que je vais faire utiliser, c'est nommer la parentalité, tu es mon grand-père, mon grand-oncle, mon arrière-grand-père, tu fais partie de la famille, tu as une place dans mon cœur. Et ça suffit en fait. Ce n'est pas la peine de... le symbole est extrêmement puissant. Et de donner une place symbolique, c'est extrêmement puissant, ça va ? Oui. Et c'est OK de dire, moi j'ai besoin de me libérer. Chacun a sa place, on leur donne une place dans notre cœur, mais on choisit autre chose. C'est pas... Ça va ? Oui, Philippe, bonjour. J'aurais plein de questions à vous poser parce que votre exposé a fait plein d'échos. Mon père a été enrôlé de force dans l'armée allemande en tant qu'Alsacien et évidemment il ne nous aura rien raconté, il est parti. Et j'ai eu une idée tout à l'heure, c'était d'aller enterrer sa plaque militaire. Oh, c'est joli. Voilà, donc je vous remercie. J'ai une autre question à vous poser concernant le brassage des cultures. Donc nous avons un gendre qui est kabyle et donc une petite fille qui a des difficultés, je dirais, pour s'incarner. Et dans ce cas, comment faire ? Parce que du côté de la famille kabyle, la tradition, c'est l'omerta. On ne parle pas de ce qui s'est passé.
remonter à 4 générations. Bon, déjà, les parents de notre gendre, je veux dire, ne se parlent pas. Ne parlent pas de leur ressenti, ne parlent pas de leur histoire, Voilà. C'est une question très précise. Comment on fait dans ce cas-là? On parlait de 4 générations. Déjà, la première, ça nous paraît impossible d'aller l'interroger parce que c'est quelque part perdre la face pour eux. Ouais. Voilà, une question très précise. Alors, en fait, cet enfant est arrivé dans ce contexte-là. Donc, c'est important déjà de voir qu'elle a certainement choisi ce contexte-là. Quand il s'agit des enfants, ce qui est très important de mon point de vue, c'est que l'enfant, quelles que soient les différences et parfois les difficultés de communication, il puisse mettre tout le monde dans son cœur. Que l'enfant puisse mettre la culture de son père dans son cœur et la culture. Et ça, les enfants, ils savent très bien faire. Moi, ce que je fais des fois, c'est faites ça par terre, avec des cailloux, vous leur faites faire un immense cœur, et puis mettre tout ce qu'ils ont, tous les objets symboliques à l'intérieur du cœur, qui va représenter tout ce qu'ils ont envie de garder dans leur cœur. Parce que la difficulté de l'enfant, ce sera peut-être d'abord d'être loyal à la fois à papa et à maman, à la culture de papa, à la culture de maman. Mais l'enfant, c'est OK. C'est essentiel, quelles que soient les difficultés des adultes, que lui, il puisse mettre tout le monde dans son cœur. C'est très important aussi, je vous en parle, parce que nous, on a adopté une enfant d'origine coréenne. Là-dessus, il n'y a aucun accompagnement sur ce plan spécifique, qui est qu'au niveau des adoptions internationales, où on va retrouver ce genre de problématique, pour que l'enfant adopté puisse adopter sa famille adoptive, il faut qu'il puisse mettre dans son cœur sa famille biologique. Mais pour que l'enfant puisse mettre dans son cœur sa famille biologique, il faut que les parents adoptifs soient OK, ou en tout cas fassent la démarche de mettre dans leur cœur les parents biologiques qui ont permis la vie et qui puissent se dire « Merci d'avoir donné la vie à cet enfant, on en prend soin du mieux qu'on peut symboliquement » et que le parent biologique, symboliquement, puisse dire « Merci de prendre soin de cet enfant » auquel nous avons donné la vie. Alors, si c'est des adoptions internationales, on va rejoindre, là, ce n'est pas l'adoption dont vous parlez, mais ça va vraiment venir nous chercher dans la nécessité de mettre dans notre cœur les deux cultures. Ça sera plus facile pour l'enfant si ses parents et ses grands-parents mettent dans leur cœur les deux cultures. Comme ça, elle va moins se sentir déloyale. Je pense que le problème, il est d'abord là. Après, faut faire confiance à la vie. Ça sera notre dernière question. Oui, donc je voulais parler d'une situation un peu à l'inverse, c'est-à-dire c'est par rapport à une de mes filles enfin c'est peut-être pas à l'inverse d'ailleurs, mais qui a un chemin qui est très particulier, qui me questionne énormément, et où je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose dans la famille qui fait que, et je vais dire les choses clairement, elle s'est convertie au judaïsme, sachant que c'est une enfant qui a toujours été mise de côté par ses frères et sœurs, que moi-même je me mettais de côté. Oui. Mais je me dis, c'est quand même le judaïsme, et ça raconte quoi de notre famille, quoi? Oui. Je sais pas, c'est comme si quelque part elle s'exclut, et elle choisit une religion qui a été beaucoup de personnes qui ont été exclues. Hein. Et oui, j'ai bien fait le lien, ça. Là aussi, même, il y a de fortes chances pour qu'il y ait de l'exclusion dans la famille, c'est-à-dire des personnes dont on n'a pas parlé. Mais vraiment, on peut symboliquement, on n'a pas besoin de retrouver tout le monde, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Et puis, on serait dans aller chercher. Ma démarche, ce n'est pas d'aller chercher, c'est de laisser émerger ce qui a besoin d'émerger au moment présent. Ce qui est important, peut-être, ça va être simplement de travailler sur l'inclusion et pas sur l'exclusion, de voir qu'on arrive de toute façon dans un temps où, pour
de toute façon, pour sortir de la situation dans laquelle on est, on n'a pas d'autre solution que d'inclure chacun au lieu d'exclure. Hein. On a oui, été mais beaucoup... ça, je veux dire qu'en tant que mère, pour moi, c'est facile. Enfin, c'est facile. Elle a quel âge? Elle va avoir 22 ans. Donc, j'ai fait le chemin, je veux dire, vers elle. Ça, pour moi, c'est... Mais c'est surtout avec ses deux frères où c'est très, très compliqué parce qu'eux, ils ne comprennent pas et ils disent... C'est comme si elle nous rejetait. Ah, d'accord. D'accord, ça, c'est intéressant. Ça, c'est leur histoire. Ils sont adultes aussi, les frères? Oui, oui, oui. Alors, c'est leur histoire. C'est à eux de faire un chemin. Vous pouvez leur en parler, leur donner des infos. Mais c'est des adultes, c'est à eux de faire le chemin. Ouais. Oui, c'est intéressant de voir que c'est dans les deux sens. Quoi. Oui. Ouais. Là, quand on est comme ça dans des relations parents-enfants, quand les enfants sont adultes, moi, ce que je vais accompagner, c'est ce que vit le parent, mais les enfants, c'est leur histoire après. C'est à eux de faire leur chemin, ils ont choisi ça. Et de voir qu'ils ont la force, hein, toujours. Toujours, c'est super important. Je crois qu'il est l'heure. Hein. Je vais juste... Non, ah bon, d'accord. Il y avait une question subsidiaire. Oui, bonjour. Alors moi, l'adoption, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. On parle beaucoup de parents à enfants, mais on ne parle pas de l'enfant proprement dit et toutes les souffrances. Les adoptions se passent relativement simplement et très bien la plupart du temps, mais parfois, il y en a qui se passent très très mal. Alors, pour l'enfant, quand il est adopté petit, ça peut se passer très très bien, mais il fut une période où les enfants étaient adoptés plus tard, adolescents. Et c'est la place de l'enfant dans la société qui m'intéresse, cet enfant qui a été rejeté, abandonné, et qui, quelque part, reproduit un petit peu ce qui s'est passé avant. Alors, je reviens sur cette 4e génération, parce que c'est un peu compliqué pour cet enfant qui a perdu tous ses repères. Hein. Comment peut-elle revivre? Peut-elle... je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'interpelle, que j'aimerais comprendre. Alors, ça, c'est peut-être pas une question à laquelle je vais pouvoir répondre comme ça. Je vais plutôt, parce que c'est un vaste sujet, hein, ça va être un peu compliqué de l'ouvrir, mais je pense que quand on est face à ce type de situation, vraiment la priorité, c'est de voir cet enfant avec toute la ressource qu'il y a derrière ce que la vie lui a apporté. Si cet enfant a traversé ça, c'est que derrière, elle a des ressources énormes. Et certainement quelque chose à faire avec ça. Et juste ce regard, c'est déjà un regard très soutenant. Et après, chaque situation est tellement différente. Et il est évident que l'enfant adopté, adolescent, il a toute l'histoire qui a précédé, de toute façon. Et il va être aussi rattaché à sa famille biologique, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est... Et puis à tout ce qu'il a vécu. Donc c'est un sujet très très vaste, hein, dans lequel moi je suis plus en lien vraiment avec le familial, donc ça vient toucher d'autres espaces. Mais par contre, vraiment, j'ai vraiment envie de conclure là-dessus. Quelles que soient les situations, quand on est concerné en tant que parent ou que grand-parent, toujours regarder les personnes avec les ressources proportionnelles à ce qu'elles traversent. Parce que du coup, vous donnez de la force. Quand on se fait du souci, on affaiblit l'autre. À chaque fois qu'on se fait du souci pour quelqu'un, on lui passe le message implicite, peut-être bien que tu ne pourrais pas t'en sortir. Si vous voyez la personne avec sa ressource, vous la soutenez. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, en fait. Donc, merci. Merci.